Le blanchiment d'argent dans l'immobilier, on en entend souvent parler, mais on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Eh bien, c'est une réalité qui peut toucher n'importe quel professionnel, bien souvent à son insu. Cette analyse va vous donner les clés pour repérer les menaces, comprendre les mécanismes et surtout pour se protéger efficacement. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui fait que ce secteur, pourtant basé sur la confiance, devient un terrain de jeu idéal pour les organisations criminelles? La réponse, en fait, elle est inscrite dans l'ADN même du marché. On va plonger dans le vif du sujet. L'immobilier, c'est bien plus qu'un simple marché. Pour certains, c'est une plateforme parfaite pour légitimer des fonds d'origine criminelle. Comprendre pourquoi est la toute première étape de la vigilance. Le principe, au fond, il est assez simple. Il s'agit de prendre de l'argent sale et de le faire passer par un cycle d'opérations pour qu'à la fin, il ressorte tout propre, comme s'il venait d'une activité tout à fait légale. C'est un véritable jeu de passe-passe financier. Et c'est là qu'on comprend pourquoi l'immobilier est si attractif. D'abord, les montants en jeu sont énormes, ce qui permet d'absorber des sommes folles en une seule transaction. Ensuite, la valeur d'un bien, c'est assez subjectif, non? C'est la couverture parfaite pour des prix surévalués ou sous-évalués. Et puis, la complexité des montages juridiques. C'est le brouilleur idéal pour cacher qui est vraiment le propriétaire final. Et attention, il ne faut surtout pas croire que le risque est abstrait. Un agent immobilier peut devenir complice d'une opération sans même s'en rendre compte. Et les conséquences sont directes et très sévères. Sa responsabilité pénale peut être engagée et sa réputation, elle, peut être anéantie. Pour bien se défendre, il faut d'abord comprendre comment l'adversaire attaque. Alors, analysons un peu les techniques les plus courantes qu'ils utilisent pour exploiter le système. Connaître leur méthode, c'est déjà avoir une longueur d'avance pour les déjouer. Voici un grand classique. On achète un bien bien au-dessus de sa valeur, avec de l'argent sale, puis on le revend à un prix plus normal. La différence apparaît alors comme un bénéfice parfaitement légal. Et l'inverse est aussi possible, bien sûr, en achetant très bas pour justifier une plus-value future. Le but de toute cette manipulation, c'est purement cosmétique. Il s'agit de fabriquer une transaction qui, sur le papier, ressemble à un investissement génial. Ça justifie parfaitement l'apparition soudaine d'une grosse somme d'argent sur un compte en banque. Une autre méthode très très répandue. On crée une société pour l'occasion, souvent basée à l'étranger, avec des actionnaires quasi impossibles à identifier. C'est cette entité, cette coquille vide qui achète le bien, créant une distance énorme entre l'argent et son véritable propriétaire. L'objectif, ici, est limpide, rendre quasi impossible de remonter jusqu'à la personne physique derrière la transaction. La société écran agit comme un bouclier, un véritable mur qui rend l'origine de l'argent totalement opaque. Bon, maintenant qu'on connaît leurs techniques, comment on les repère sur le terrain? Quels sont ces indices concrets, ces fameux drapeaux rouges qui doivent immédiatement déclencher une alerte dans l'esprit d'un professionnel? Le premier niveau d'alerte, ça concerne le client lui-même. Un client légitime n'a aucune raison de cacher des informations de base. S'il refuse de justifier d'où vient son argent ou s'il se montre anormalement pressé de conclure, c'est un signal d'alarme majeur. Ensuite, il faut observer le comportement. Quelqu'un qui achète un bien sans le visiter en détail, qui ne négocie même pas le prix ou qui refuse les circuits bancaires traditionnels, n'agit pas comme un investisseur normal. Pour lui, le bien n'est qu'un outil, pas un projet de vie. Et enfin, la structure juridique de l'acheteur. Une société sortie de nulle part, dont les dirigeants semblent complètement déconnectés du monde de l'immobilier, ou qui jonglent avec des comptes dans des paradis fiscaux. Tous ces éléments mis bout à bout, ça dresse un portrait très, très suspect. Face à ces menaces, la loi n'attend pas des professionnels qu'ils soient démunis. Il existe un cadre légal très précis, un ensemble d'obligations qui sont conçues pour protéger l'intégrité du marché et, par la même occasion, l'activité du professionnel. C'est une distinction fondamentale. On ne demande pas aux agents de mener une enquête de police. Non, leur rôle, c'est d'être vigilants, de poser les bonnes questions et de savoir reconnaître une situation qui sort de l'ordinaire. Voici une ligne de conduite claire. D'un côté, les obligations. Bien connaître son client, comprendre le sens économique de son projet et avoir le courage de dire non si le doute s'installe. De l'autre, les interdits absolus, la complaisance, conseiller des montages douteux ou accepter de l'argent sans origine claire. Il faut être très clair sur ce point. L'ignorance volontaire n'est pas une défense. Fermer délibérément les yeux face à des signaux évidents est considéré par la justice comme une forme de complicité. Voyons pour finir comment transformer ces obligations en une véritable stratégie de protection. Parce que la vigilance, ce n'est pas une contrainte, c'est un vrai bouclier professionnel.
La protection, ça passe par la méthode. Il faut mettre en place des processus internes clairs, une checklist systématique, former ses collaborateurs, s'entourer de partenaires fiables et tout documenter. C'est ça qui constitue un rempart solide et qui démontre le professionnalisme. En réalité, ce rôle de vigilance redéfinit la profession. L'agent n'est plus un simple intermédiaire, il devient un gardien de la confiance, protégeant à la fois ses clients, l'intégrité du marché et bien sûr, sa propre carrière sur le long terme. S'il ne fallait retenir qu'une seule règle, ce serait celle-ci. Le bon sens économique est le meilleur des détecteurs. Si une opération semble trop belle, trop facile ou simplement illogique, c'est qu'elle l'est probablement pour de mauvaises raisons. Refuser une affaire douteuse, ce n'est pas une perte de commission. C'est un investissement dans sa crédibilité et sa pérennité. C'est l'affirmation la plus forte de son éthique et de sa valeur professionnelle. En conclusion, la conformité ne doit pas être vue comme un obstacle, mais bien comme une assurance. Une assurance contre les risques juridiques, financiers et de réputation. C'est elle qui garantit une activité saine et pérenne dans un marché de plus en plus exigeant.